Monsieur Leonetti, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir ici à Antibes, en plein été, pour cet entretien. Médecin, homme politique, vous êtes essentiellement connu par le grand public pour l'élaboration de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui a été baptisée du nom de loi Leonetti et qui a été prolongée assez récemment, en 2016, le 2 février 2016, par une loi qui porte le nom de loi Claes-Leonetti. Est-ce que vous pourriez nous en rappeler rapidement l'historique et nous donner les grands traits et les points forts de ces lois? En 2005, c'est la suite de l'affaire Vincent Humbert. On se souvient que ce jeune homme avait demandé la mort au président de la République, et donc une mission parlementaire se met en œuvre et aboutit à une loi. Au fond, si on disait que dit cette loi? Cette loi, elle prône le non-abandon, la non-souffrance et le non-acharnement thérapeutique, pour parler le langage courant, ce que les médecins appellent l'obstination déraisonnable. Donc, non-abandon, je ne t'abandonnerai pas. Je ne suis pas là uniquement pour guérir ceux qui peuvent être guéris, mais je dois continuer à soigner jusqu'au bout ceux qui sont dans des états désespérés. Le deuxième, je ne te laisserai pas souffrir. C'est plus compliqué, parce que je ne te laisserai pas souffrir jusqu'où. Et la loi de 2005 introduit un élément majeur qui est le double effet et qui reconnaît qu'on peut soulager la souffrance même si ça raccourcit la vie. Et le troisième, c'est la non-obstination déraisonnable, le non-acharnement thérapeutique qui est encore plus difficile à définir. Quand est-ce que je suis raisonnable en mettant en œuvre une thérapeutique? Quand est-ce que je suis déraisonnable? Quand le malade est conscient, c'est lui qui dit. C'est lui qui dit maintenant vous arrêtez la chimiothérapie, j'en veux plus. Et on se conforme à sa vision. Quand le malade n'est pas conscient ou n'est pas en situation d'exprimer sa volonté, qui le décide? C'est là qu'on a introduit effectivement la collégialité pour ne pas décider seul d'une décision aussi forte, et puis bien entendu la concertation avec l'ensemble de la famille à qui dans la loi de 2005 on demande son avis. Et puis la loi de 2016 arrive. Elle arrive dans un contexte politique, disons-le clairement, parce que le candidat Hollande avait promis dans sa campagne électorale de modifier la loi et de faire en sorte que chacun puisse partir avec une aide médicale dans la dignité. Donc ça pouvait être interprété de différentes façons. Certains avaient considéré que c'était un droit à l'euthanasie, d'autres avaient considéré qu'au contraire c'était une accentuation de la mise en place des soins palliatifs. Avec Alain Claes, député socialiste, on a travaillé ensemble et on a abouti à deux nouveautés qui d'ailleurs nous étaient, je dirais, présentés par les rapports SICAR et rapports du comité d'éthique, qui disaient qu'il y a deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'à la fin de la vie, il y a encore des gens qui souffrent, et ça n'est pas normal. Il y a même des gens qui hurlent de douleur quelques heures avant de mourir, et ça, c'est le vrai scandale français. Et puis d'autres qui disaient la parole du malade n'est pas assez entendue en fin de vie. Et quand il dit ce qu'on avait mis dans la précédente loi, lorsqu'il a émis des directives anticipées, eh bien elles ne sont pas contraignantes. Rendez-les contraignantes. Et donc la première volée, c'est on a mis en place ce qu'on appelle la sédation profonde et continue, dormir avant de mourir pour ne pas souffrir et ne pas avoir le poids de se dire peut-être qu'à la fin de ma vie, je vais avoir des souffrances intolérables et on ne va pas me les calmer. C'est désormais un droit. C'est un droit auquel répond le devoir du médecin, qui était déjà contenu dans la loi de 2005, de ne pas laisser souffrir. Et la deuxième, c'est que les directives anticipées, on avait mis dans la précédente loi que le médecin devait en tenir compte, mais le terme était peut-être un peu léger, donc on a dit qu'elles sont contraignantes. Désormais, pour ne pas les mettre en œuvre, le médecin doit, en collégialité, marquer les éléments qui lui permettent son refus, qui sont soit parce que la proposition est inadaptée, soit parce qu'elle ne correspond pas à la situation du malade. Le malade qui met « on ne me réanime pas si je suis en coma », s'il est en coma hypoglycémique, on sait très bien qu'il faut le réanimer. Et donc le médecin va passer outre, mais il va expliquer pourquoi il passe outre. Il ne passe pas outre contre la vie du malade, il passe outre parce que la situation ne correspond pas à l'inquiétude du malade de sa pathologie. Alors, en 2005, on a reproché à cette première loi de se rapprocher des médecins et de s'écarter du centrage qu'était la loi de 2002 sur le malade, sur le patient. Finalement, la loi de 2016
corrige le tir et met en partenariat équilibré le patient et le médecin. Mais quand on dit qu'il faut informer le patient de tout, d'abord, est-ce que le patient a les connaissances pour tout percevoir et a-t-il la volonté, au terme d'une vie, de raisonner sur des choses qui le rebutent? Vous avez raison, il y a deux situations très particulières qui font que le malade il est conscient ou il n'est pas conscient. Lorsque le malade est conscient, on peut essayer de l'éclairer et de faire en sorte que sa décision soit une décision lucide et éclairée, hein, comme le dit le code de déontologie. La lucidité, il faut qu'il le soit, bien entendu. Quelqu'un qui est en proie d'atroces douleurs, quelqu'un qui a des antécédents psychiatriques ou une situation psychiatrique, on ne peut pas tenir compte à plein de ce qu'il dit. Voilà. En tout cas, pas se conformer strictement à sa volonté. Quelqu'un qui, bien entendu, n'est pas conscient, qu'est-ce qu'il aurait voulu? Et donc, là, c'est pour ça qu'il y a la personne de confiance qui vient et qui parle à sa place. C'est pour ça que les directives anticipées sont encore utiles, parce qu'elles permettent de faire en sorte qu'il y a une trace écrite. Bien sûr, je ne sais pas ce qu'il voudrait maintenant, mais je sais ce qu'il voulait avant. Et j'approche sa personnalité de manière plus claire. Après, faut-il dire la vérité au malade? C'est un autre sujet. Bien sûr qu'il faut dire, il ne faut pas mentir au malade. Mais la déontologie, c'est aussi de donner la vérité que le malade réclame. On n'est pas obligé de délivrer, comme le dit Ricoeur, des vérités qui transpercent les cœurs et détruisent les âmes. On n'est pas obligé de dire à un malade qui ne le demande pas, vous avez 2 mois à vivre. On peut lui dire que sa maladie est grave. On n'a pas le droit de lui dire qu'il n'a pas de maladie. On n'a pas le droit de lui dire que ce n'est pas grave et pas sérieux. On n'a pas le droit de lui dire que ça ne peut pas attenter à la durée de sa vie. Mais on n'est pas obligé de créer une violence dans une situation dramatique. Oui, une froideur. Alors, dans la loi 2016, on parle de possibilité de sédation profonde avec arrêt de l'hydratation et de l'alimentation. Veuillez m'excuser du terme, mais n'y a-t-il pas là une certaine hypocrisie, n'est-ce pas, une façon de donner la mort sans le dire? Laisser la mort venir, c'est pas donner la mort. Or, souvent, qu'est-ce que c'est que l'obstination déraisonnable? C'est, je vais prendre un exemple, quelqu'un qui ne s'alimente plus ou qui a des fausses routes, et on dit on va lui mettre sonde gastrique. Et puis cette vieille personne, c'est des cas assez fréquents ce que je raconte, s'arrache la sonde. Alors à ce moment-là, on va l'attacher et lui mettre la sonde quand même. Et puis au bout de quelques jours, on a une irritation de l'œsophage, et alors on va faire une gastrostomie, et chirurgicalement, on va mettre une sonde dans l'estomac. Honnêtement, quand on dit est-ce que tout ça est naturel, c'est pas plus naturel que de mettre un tube dans la trachée et de faire respirer spontanément avec de l'air ambiant. Donc, est-ce que le malade, quand il est conscient, il a le droit de dire non, vous ne me mettez pas de sonde gastrique, laissez-moi partir, mais ne me laissez pas souffrir. Et au fond, lorsque le malade n'est pas conscient, est-ce qu'on ne peut pas dire est-ce qu'il aurait voulu que je lui mette une sonde gastrique? Est-ce qu'il aurait voulu que je le mette sous respirateur et que je prolonge artificiellement sa vie avec aucun autre but que le maintien artificiel de la vie? Loi 2005. On peut arrêter ou ne pas mettre en œuvre les traitements qui apparaissent inutiles, qui apparaissent disproportionnés ou qui n'ont d'autre but que le maintien artificiel de la vie. Or, on sait que la médecine moderne a 2 inconvénients et 2 défis majeurs. Le premier, c'est que souvent le malade ne peut pas exprimer sa volonté. Je dois décider sans lui. Et la deuxième, c'est que je peux prolonger sa vie, le plus souvent de manière indéterminée, des semaines, des mois, des années. Et donc, là, le problème est en tension éthique. Le doute existe, et je me pose une seule question. Qu'est-ce qu'il aurait voulu? Est-ce qu'il aurait voulu que je le prolonge de manière anormale, ou est-ce que, et il aurait considéré que c'était anormal, ou est-ce qu'il aurait voulu dire ça va, laissez-moi partir, ma vie a été accomplie, être maintenu purement biologiquement de manière végétative en vie, je ne le veux pas. Et c'est l'élément majeur. Quand vous regardez d'ailleurs la délibération, la décision du Conseil d'État sur l'affaire Vincent Lambert, le Conseil d'État dit il y a 2 éléments pour décider. Il y a un élément médical et un élément non médical. L'élément médical, c'est est-ce que le cerveau est détruit? Est-ce qu'il n'y a plus aucune conscience de soi? Est-ce que c'est irréversible? Est-ce qu'il n'y a aucune relation à l'autre? Et puis, ça ne suffit pas. Il faut qu'il y ait la cause,
l'élément non médical. Et l'élément non médical, c'est qu'est-ce qu'il aurait voulu. Et malheureusement, Vincent Lambert, si on regarde ce cas-là, n'a pas désigné de personne de confiance, n'a pas défini non plus ses directives anticipées, mais c'était un infirmier et il parlait à l'ensemble médical autour de lui et de manière concordante et de manière répétée, il a dit « moi, une vie végétative, je ne voudrais pas la vivre ». Et c'est la raison pour laquelle la décision du Conseil d'État, qui est une décision réfléchie et équilibrée, après 3 expertises, après l'avis du Conseil de l'Ordre, après l'avis de l'Académie de médecine, après l'avis du Conseil d'éthique, c'est de dire, eh bien, il n'aurait pas voulu ça. Et s'il n'a pas voulu ça, il faut arrêter les traitements et ne pas le laisser souffrir. Et ne pas le laisser souffrir, donc faire une sédation profonde et continue. Justement, à propos toujours de l'affaire Vincent Lambert, on s'est aperçu dans ce conflit qui déchirait la famille entre les parents qui s'opposaient et l'épouse qui souhaitait qu'on arrête les traitements, on peut se poser la question, et c'est la question que je pose au législateur, ne pourrait-on pas rajouter, peut-être pas une hiérarchie dans l'importance de la parole à prendre en compte, parce que ça me semble un peu utopique, même si c'est appliqué dans certains pays, mais en tout cas obliger à établir un collège de la famille, des gens très proches sur le plan affectif, afin de s'approcher au plus près de la volonté de ce qu'aurait été le patient. C'est une réflexion qu'on a eue d'ailleurs en 2005 et en 2016. Sur la hiérarchie, il y a eu une hiérarchie dans l'affaire Vincent Lambert. Hein. La plus grande hiérarchie, c'est que l'épouse a été désignée comme tutrice. Ça veut dire qu'elle avait effectivement, elle avait le droit de parler à sa place, au-delà du fait qu'il n'avait pas désigné de personne de confiance. On a oublié cet élément. Et ce n'est pas un problème de justice ou de droit ou de médecine. Parce qu'il ne faut pas oublier que 3 équipes médicales successives ont dit qu'il fallait arrêter les traitements de survie chez Vincent Lambert. 3 successives. Et que dans ce contexte-là, l'affaire Vincent Lambert, comme vous l'avez souligné, malheureusement n'est pas une affaire médicale, c'est une affaire familiale. Et que en Belgique ou ailleurs, où il y a une hiérarchie, même si l'épouse avait dit « je suis d'accord avec la démarche médicale », il y aurait eu la possibilité, dans toute démocratie, de faire un recours devant les tribunaux. Donc ce problème ne règle pas le vrai problème. Mais en fait, est-ce que c'est l'avis de la femme ou l'avis de la mère qui prédomine? Non, c'est son avis à lui. Et donc, dans la loi de 2016, on a changé un élément. Quand on dit on demande l'avis à la famille et aux proches, aujourd'hui, dans la 2016, on dit on demande le témoignage de la famille et des proches. Et ça, il n'y a plus de hiérarchie, même avec les proches. Parce que quelqu'un qui vit pendant 20 ans sans être marié, par exemple, avec une personne, elle sait mieux que personne, mieux que le fils qu'on n'a pas vu depuis 20 ans, si l'homme veut, ou plus exactement aurait voulu ou pas. Donc le témoignage est un élément important. Et il est tiré d'ailleurs de la décision du Conseil d'État, puisque c'est l'ensemble des collègues autour de Vincent Lambert qui, avec une grande partie de la famille auquel il s'était confié, qui a fait peser la décision dans le sens de « il n'aurait pas voulu cela ». Et donc la seule question que doit se poser le médecin, c'est est-ce que cet état de conscience est irréversible? Est-ce que jamais plus cet homme ne saura qu'il existe? Est-ce que jamais plus cette femme n'aura une relation à l'autre, si minime soit-elle? Donc on n'est pas dans le handicap. Et la deuxième question, et qu'on ouvre en ce moment-là à l'entourage, c'est « et vous, qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait voulu ?» Oui, alors justement, pour en revenir à ce point, et après on en terminera avec l'affaire Vincent Lambert, un certain nombre de médecins, des neurologues, ont dit des choses qui ont été reprises par Michel Houellebecq dans un article publié par le journal Le Monde, à côté du vôtre, le lendemain du décès de Vincent Lambert. Et Michel Houellebecq écrivait « Il vivait dans un état mental dont on ne connaît à peu près rien. Alors pourquoi cette mort ?» Quel est votre... Je crois qu'il résonne en philosophe et il faut toujours se poser des questions. Moi, je pense que toutes les approches qui se terminent par un point d'interrogation sont utiles et fertiles. Et toutes les approches qui sont des certitudes, généralement, sont des grands dangers dans les domaines complexes, douloureux que l'on évoque. Mais
on ne sait pas absolument rien de son état mental. Moi, je sais, vous savez, et au fond, même l'ensemble de la population sait, que lorsque une grande partie du cerveau est détruite, en particulier la partie qui abrite la mémoire, la conscience, le rapport à l'autre, effectivement, il y a encore une vie. Effectivement, il peut même y avoir des réflexes. Il peut même y avoir des mouvements de regard et des mouvements de la tête. Mais est-ce qu'il y a une pensée? Et donc, je crois qu'aujourd'hui, grâce à des examens, l'IRM dynamique, précoce, l'IRM suivi, tout un tas d'examens beaucoup plus sophistiqués qu'avant, avant on pouvait dire ce que dit Houellebecq. Avant on pouvait dire, il est dans le coma, et est-ce que c'est réversible ou pas? Il est dans le coma, mais est-ce qu'il n'a pas un degré de conscience? Aujourd'hui, on a quand même des éléments objectifs qui permettent de dire non, cet homme n'a pas conscience qu'il existe et il ne l'aura plus jamais. Et faut-il maintenir en vie, et c'est un débat, et c'est une question, faut-il maintenir en vie indéfiniment des personnes qui n'ont pas de pensée, pas de conscience qu'ils existent et pas de relation à l'autre? C'est ça le vrai défi de demain. Est-ce que cet homme perd en dignité? En aucune façon. Mais est-ce que la dignité, c'est pas à la fois le préserver et le protéger, et je dirais en même temps, respecter sa liberté, sa volonté? Et c'est cette rencontre, au fond, l'éthique, c'est cette rencontre entre la vulnérabilité à protéger et l'autonomie à préserver. Je te laisse libre, et c'est toi qui décides. Quand tu ne peux plus décider, j'essaye de savoir ce que tu aurais décidé. Et le deuxième point, c'est que tu es fragile et vulnérable et tu m'es confié à moi, société, et à moi, médecin, acteur de la société dans laquelle j'évolue, et je dois te protéger. Donc, protéger le vulnérable et libérer l'autonomie, ça peut paraître inconciliable, mais c'est en fait le vrai débat éthique. Et le vrai débat éthique, c'est pas le bien contre le mal, les gentils contre les méchants, la droite contre la gauche ou les bleus contre les rouges. Le vrai débat éthique, c'est le bien contre le bien. C'est un conflit de valeurs. Protéger la vulnérabilité, c'est une valeur. Mais libérer la parole et respecter la liberté, c'est aussi une valeur. Et elles peuvent être en tension et en conflit. C'est ça le débat éthique. Très belle réponse. Alors, y aurait-il pour vous, dans le futur, place pour une loi légalisant l'euthanasie ou autorisant l'assistance au suicide, qui sont deux choses tout à fait différentes, et peut-il y avoir finalement un droit à la mort? Alors, il y a un droit à la vie. Oui. Voilà. Le droit à la vie, c'est un des droits fondamentaux, une des libertés fondamentales. Et les libertés fondamentales sont au fond au-dessus des lois. Hein. C'est presque les lois d'Antigone non écrites des dieux. C'est je te respecte dans ta dignité, je n'altère pas ta vie, et j'ai le droit, c'est un droit créance, c'est-à-dire c'est pas un droit liberté. Le droit créance, c'est je peux réclamer à la société le fait de protéger ma vie. Est-ce que j'ai le droit de réclamer à la société le fait de me donner la mort en équivalence? Il y a dans l'affaire Préti, qui est une affaire britannique, le Cour européenne de droits de l'homme dit effectivement qu'il n'y a pas d'équivalence et qu'on a un droit à protéger, à se faire protéger sa vie, mais que le droit à se donner la mort est un droit à liberté. On est plutôt bien ensemble, je suis heureux de cette conversation, mais je peux considérer que ma vie ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est une appréciation personnelle et individuelle. Je peux sortir et me jeter dans le port d'Antibes, et donc c'est ma liberté, ce n'est pas mon droit. Je ne peux pas l'opposer à la société. En revanche, si je vous dis je vais me jeter dans le port d'Antibes, par devoir médical, peut-être par amitié, par humanité, vous allez essayer de m'en empêcher. Et au fond, est-ce que la société doit aller dans le sens, là aussi, de l'autonomie totale en disant ce malade vient d'arriver à l'hôpital, il a tenté de se suicider, et donc sa liberté, sa volonté, c'est de se suicider. Dois-je le réanimer? Vous voyez bien que c'est la vulnérabilité qui l'emporte là, sur la liberté. Parce que ce malade vulnérable et fragile, je vais lui donner la chance de retrouver un goût à la vie. Et moi, société, je dois donner du goût à la vie, et non pas faire renoncer à la vie.
En revanche, un grand vieillard qui dit maintenant, vous ne m'opérez pas. Et le médecin lui dit, si je ne vous opère pas, vous allez mourir. Et il dit, tant pis, ma vie est faite et vous ne m'opérez pas. Eh bien, c'est sa liberté qui l'emporte sur la vulnérabilité. Et le médecin n'a pas le droit de l'opérer, malgré le fait qu'il sait très bien que s'il n'est pas opéré, il va mourir. Donc, vulnérabilité, liberté, vulnérabilité, autonomie, fragilité, liberté. Ce conflit est permanent et on ne le résout pas toujours de la même façon. Les pires des choses, c'est de ne pas parler. Et la mort est un tabou dans notre pays et en Occident. Et donc cette incapacité à en parler, cette façon d'avoir surmédicalisé la mort, on voudrait presque dire, quand on approche de la mort, voilà le protocole qu'il faut mettre en place. Il n'y a pas de protocole de la mort. Et la mort n'est pas un problème médical. La mort, elle est un problème existentiel. Et donc chaque individu abordera ce problème dans son mystère et sa complexité, avec toujours probablement de difficultés, mais de façon personnelle. Ce n'est pas un problème médical. Pourtant, la majorité des décès se font en milieu médical. Alors, est-ce qu'en France, il y a suffisamment d'abord de centres de soins palliatifs pour que les gens y aient accès? Et qu'est-ce qu'il en est de notre médecine française face à cette médicalisation de la mort? D'abord, vous avez raison, il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on a les structures adaptées? On a fait d'énormes progrès dans les 15 dernières années. Pour autant, il y a encore des départements qui sont en grande partie dépourvus de structures de soins palliatifs. Mais plus encore que des structures de soins palliatifs, c'est la culture palliative qui manque. Elle manque à la culture médicale, et elle manque à la culture médicale parce que la médecine française est une médecine triomphante. C'est une médecine qui guérit, qui sauve, qui est valorisée dans son action de sauver, très peu valorisée dans son action d'accompagner ou de limiter la souffrance. Plus dans le traitement que dans le soin. Beaucoup plus dans le traitement que dans le soin, beaucoup plus dans le cure que dans le care. Et donc cette situation-là fait que c'est une médecine prométhéenne. Voilà, on a la puissance et on exerce la puissance. La mort est un échec. Et donc, c'est un échec à la médecine. La technique, mais que la technique se heurte toujours à un moment donné au mur de la mort, et que cet horizon infranchissable ne peut pas être considéré comme un échec, il doit être considéré comme un accompagnement. Et cet équilibre entre l'humanité de la médecine, science humaine, et sa technique performante, science technique, c'est justement la noblesse de la médecine. Tout à fait. Merci en tout cas pour Merci cet à vous. échange. Merci beaucoup.